Eric, Stéphane et Julie. Julie. On a tous un micro qui marche? On a tous un micro qui marche visiblement. Okay. Oui, c'est bon, tout le monde nous entend bien. Alors, on est OK. Bonjour, merci d'assister à cette troisième conférence. Si vous avez assisté aux deux précédentes, peut-être que vous avez un peu le moral dans les chaussettes. On vous a expliqué qu'on est surveillé, l'État vend des systèmes à des dictatures, on ne peut rien faire, on sait tout sur nous. Nous, on va un petit peu vous remonter le moral, on est une petite part de la solution. Et par rapport à ce que disait Jérémy tout à l'heure, la solution, elle va venir quand les gens vont s'approprier un petit peu la technique, vont prendre les choses en main, peut-être s'auto-héberger un jour. Nous, on est là pour vous aider à aller dans cette voie-là. Non, il fallait pas encore... Non, pardon. Je vais le faire. Donc, on s'appelle francilien avec AS.net. On est fournisseur associatif d'Internet. Donc on fournit un accès ADSL en région parisienne, d'autres services dont on parlera plus tard. On est une asso, c'est ce qui nous différencie pas mal des autres fournisseurs d'accès à Internet, on en reparlera aussi plus tard. Et on a une valeur centrale dans notre action qui est la neutralité du net, dont je vais vous parler maintenant. C'est quoi donc la neutralité du net? Voilà. Alors on a un magnifique logo. La neutralité du net, c'est une notion assez importante qui est que le fournisseur d'accès Internet ne devrait être qu'un simple prestataire de service qui fait passer des paquets dans des tuyaux d'un point A à un point B et il ne devrait pas intervenir sur ce qui passe dans ces tuyaux. Il ne devrait pas surveiller ce qui passe dans les tuyaux, il ne devrait pas bloquer ce qui passe dans ces tuyaux, il ne devrait pas privilégier certaines données plutôt que d'autres. Il devrait juste faire son boulot correctement. On le paye pour faire passer des données dans les tuyaux. Il y a une analogie que j'aime bien avec la Poste. La Poste, on les paye pour transporter des lettres d'un point A à un point B. Ils n'ouvrent pas les lettres pour voir si ce qui est écrit dessus, ça leur plaît ou pas et s'ils vont le distribuer ou pas. Ils rajoutent pas des pubs. Ils rajoutent pas des pubs dans... Pas un peu bon, quoi. Ils mettent des pubs dans la boîte, mais... Ils mettent pas des pubs dans l'enveloppe. Ils mettent pas des pubs, ils se disent pas, tiens, finalement, la lettre, je vais la livrer là plutôt que là. Enfin, voilà. Il la censure pas non plus. Il la censure pas non plus. Non. Et il change pas les mots. Par exemple, s'il pleut dans Côte d'Azur, il change pas, il fait beau en Côte d'Azur. Voilà. Voilà. C'est ce qui se passe sur Internet. On change les mots. Et on aura tout à l'heure avec Julie des exemples de mauvaises pratiques des fournisseurs d'accès. Une chose importante avec la neutralité du net aussi, c'est que les FAI fassent juste leur boulot et pas plus. Notamment qu'ils ne se substituent pas à la police ou au juge pour dire si une chose est bien ou pas et si on doit la bloquer ou pas. Donc on peut résumer ça avec une phrase simple: tous les paquets naissent et circulent libres et égaux. Une image que j'aime bien sur la neutralité du net, qui est une image de Benjamin Bayard, qui dit qu'en fait le réseau doit être vu de la même manière où qu'on soit sur le réseau. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépendre de l'endroit où on est et ni du site auquel on accède. Il se trouve que c'est pas vrai non plus. On aura des exemples avec Free, Orange. Quand on est chez Free, il y a des choses qui marchent moins bien quand on n'est pas chez Free. Voilà. Et si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce que la neutralité du net, c'est quelque chose de très important pour la liberté d'expression. Là, on a une... Chacun a droit à sa liberté d'expression. Là, on est sur une semaine en rapport avec le terrorisme, la surveillance, la liberté. Si le net n'est pas neutre, ça pose des gros problèmes de liberté fondamentale, et notamment de liberté d'expression. Et maintenant, je passe la parole à Julie qui va nous expliquer où on en est. Où on en est. Avec quelques exemples. Ce monsieur-là, vous savez qui c'est? Tout le monde, j'imagine, s'appelle Bernard Cazeneuve. Donc, c'est un de nos ministres. Je
je reviendrai là-dessus, à bosser sur une grosse loi censurant l'Internet. Alors il faut savoir que ce monsieur, ce qu'il a dit récemment, c'est que 90% de ceux qui basculent dans des activités terroristes au sein de l'Union européenne l'ont fait après avoir fréquenté certains sites Internet. J'ai envie de dire que 100% des terroristes ont déjà bu de l'eau. Est-ce qu'on va bloquer les bulles de Perrier à un moment? Est-ce qu'on va arrêter la production départ? Enfin voilà, comment on peut faire à ce niveau-là? Bon, déjà sur l'Internet, il a vraisemblablement tout pris en main, mais il lui manque la flotte. Il lui manque la flotte encore. Alors, en France, on en revient là aux 4 cavaliers de l'infocalypse. Alors, Jérémy en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc, on a le terrorisme, on a le pédoporn, on a le blanchiment d'argent et on a les drogues. Ça, c'est une notion qui a été développée par Julian Assange, disant que, justement, c'est les quatre piliers permettant la censure d'Internet, parce que c'est les 4 piliers sur lesquels on peut toucher le grand public au niveau des sentiments, au niveau de l'émotionnel. Donc on en revient à cette notion d'émotionnel pour pouvoir faire passer des lois qui censurent, qui bloquent, etc. Alors comment ça s'est passé en France? En décembre 2014, première chose, blocage du DNS de The Pirate Bay chez les principaux opérateurs, donc qui sont Free, Orange, Bouygues, pas chez nous. Tout simplement pourquoi? Alors, il y avait SFR aussi. Et SFR aussi, pardon. Juste pas chez nous parce que pour l'instant, on ne nous l'a pas demandé. Donc on ne s'est pas spécialement posé la question non plus. Donc si vous voulez utiliser The Pirate Bay sans problème, venez chez nous. Vous pouvez par exemple venir chez nous. On peut aussi changer les DNS, voilà, c'est facile. Voilà. Donc, vous prenez n'importe quel autre DNS en dehors des 4 opérateurs voilà. qui ont été assignés en justice et ça fonctionnera très bien. Le plus connu, c'est le DNS Google, mais nous aussi, on a un DNS qui fonctionne très bien. Ouais. On expliquera après ce que c'est un DNS ou tout le monde sait ce que c'est. Vas-y. Ce sera une question à la fin. Ouais, ça sera une question à la fin. Et en février donc, de cette année, février 2015, donc la loi Cazeneuve, donc il y a eu un décret de blocage pour pouvoir interdire l'accès à certains sites, alors principalement djihadistes et de pédoporn. Donc ça, c'est tout bonnement. Alors même si je ne fréquente pas ce genre de site. T'es pas pro-pédoporn, donc c'est ce qu'on comprend? Ah, ça dépend. Non, je ne suis pas pro-pédoporn. Mais c'est tout bonnement de la censure. Même si on n'est pas d'accord avec le contenu de ces sites et si on sait qu'il y a des trucs bien crado à l'intérieur, on en vient à censurer des sites. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tiens, il y a une époque, en Tunisie, on s'est dit, tiens, si on réduisait un peu certaines pages de Dailymotion. Et puis si on bloquait un autre site. Et puis si on bloquait encore un autre site. Et puis si on bloquait Nawat, tiens, qui est le site d'information qui était à l'époque, sous Ben Ali, un des sites d'info les plus libres et aussi revendicatifs en termes de liberté d'expression. Et si on bloquait celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Alors on se retrouve que des gamins de 10 ans en Tunisie savaient utiliser des proxys. Pour l'intellect et pour savoir comment ça fonctionne, c'est très bien. Mais non. Donc bloquer un site, bloquer 2 sites, bloquer 10 sites, c'est un début de censure. Et c'est pas la faute à l'Internet si ces sites existent et sont là. C'est comme si je vous disais, tiens, j'ai un stylo, il me sert à écrire, il sert à rien d'autre que ça. Voilà, les tubes d'Internet, c'est pareil, ils servent juste à faire passer les paquets, ils servent à faire passer les données. Si mon stylo, je l'utilise pour crever l'œil de mon cher ami président ici présent, ça devient une arme. Est-ce que c'est la faute au stylo? Non, c'est la mienne. Là, c'est pareil, avec leurs histoires de sites djihadistes et de pédoporn, c'est pas Internet qu'il faut censurer, c'est pas Internet qui est responsable de ces contenus-là. C'est les gens qui font ces photos, c'est les gens qui écrivent des saloperies, c'est les gens qui font tout ça. Et donc on utilise ces choses-là pour censurer Internet, alors que c'est totalement débile. Autre exemple de problème en termes de neutralité, il y a le Deep Packet Inspection dont vous parlez tout à l'heure, qui tais-toi, qui est ouvrir et regarder tout ce qui se passe. Ça a été remarqué chez SFR, qui jette un œil. Ça peut être fait aussi, par exemple, sur vos téléphones.
Pour ceux qui ont des forfaits différenciés, par exemple, bah, comme Eric ici présent, où vous avez un abonnement téléphonique qui vous dit, bah, tiens, Facebook et Twitter gratuit, votre abonnement Internet en 3G, tout le reste est payant bien entendu. Comment ils savent que quand vous allez visiter un lien, c'est du Facebook, ou quand vous allez visiter un lien, c'est pas du Facebook? Ils sont bien obligés de regarder et de voir ce qui circule dans les paquets. Ils ouvrent les enveloppes. Tout simplement, ils ouvrent les enveloppes et ils lisent « Ah bah tiens, ça c'est Facebook, c'est gratuit, ça c'est pas Facebook, c'est payant, Facebook. Tiens, tu vas beaucoup sur Facebook, ça c'est payant, ça c'est payant. » Voilà. Et donc ça, encore une fois, avec des forfaits différenciés, bah, c'est une atteinte à la neutralité. A l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé très récemment aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un dans la salle a entendu parler de la FCC? C'est bien. On a donc ce régulateur des télécoms américains, donc je vais passer vite là-dessus puisque presque tout le monde en a entendu parler, qui a proposé un nouveau cadre législatif encadrant et permettant la neutralité du net. Alors on n'est pas des petits pigeons nés cette année. On sait bien que il y a aussi des lobbies commerciaux derrière, il y a des grosses entreprises, des fournisseurs de contenu, etc. Mais toujours est-il que ces gens-là, ils ont réussi à faire avancer les choses et à garantir qu'il n'y ait plus de blocage, comme il peut y en avoir aujourd'hui en France, par rapport à ces sites djihadistes ou autres. Il y avait aussi l'exemple, on l'a pas là, mais de Free, qui, vous l'avez peut-être tous vécu d'ailleurs, qui ralentissait YouTube. Ça a été assez connu. Non. Où est le slide? slide? Ah, il est là, voilà, pardon, je l'avais là, je l'ai passé. Parce que bisbille entre Free et Google pour des histoires de tarifs de pub, Free s'est dit, écoutez, on va faire chez Google. On va ralentir un peu YouTube, au moins les mecs n'iront pas voir les films en streaming et ça fera les pieds à Google. Voilà. On explique quand même le schéma. En fin de compte, c'est le débit YouTube par rapport à votre localisation. Donc voilà. Paris, la France, global, etc. Et Free, c'est là. Chez Free. Donc vous voyez voilà. Une baisse du trafic. Tout simplement, Free avait dit, il avait dit à YouTube, pour vous transporter vos merdes, vous me payez. Tout simplement. Voilà. Un peu comme se fait la Poste, quand vous envoyez une lettre au Brésil, la Poste paye un peu et la Poste brésilienne paye un peu. Voilà. La Poste française paye un peu la Poste brésilienne pour transporter après le courrier. Free avait dit, nous, il est hors de question que on transporte vos vidéos de LOLCAT, donc vous nous payez un peu. Sinon, on ralentit votre trafic, moins de trafic, moins de pub pour vous. Donc, par contre, ils ont priorisé certaines choses. Voilà, par contre, ils ne ralentissent pas Dailymotion, étonnamment, parce que ils ont des parts mais dedans. donc ils avaient priorisé certains contenus, c'est-à-dire on fait passer cela avant le YouTube, mais c'est tout simplement de l'atteinte à la neutralité du net. Tous les paquets naissent libres à égaux, donc ils partent d'un point A à un point B, en circulant tous à la même vitesse, et sans altération, sans ralentissement, sans resserrer les tuyaux, sans observer. Voilà. Donc on est bon. Et en France, donc, c'est le moment de parler de la Fédé. On en parlera après plutôt. Hop. La Fédé, ouais. On parle maintenant, c'est à moi, c'est parti. Bon, on parlera de l'Égypte après en fait. Si tu veux. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On est francilien.net, effectivement. On vient en fin de compte d'un essaimage de French Data Network. Alors French Data Network, c'est le plus ancien fournisseur d'accès Internet encore actif. On a été créé en 92. Orange, qui s'appelait avant France Télécom, on fait de l'Internet bien plus tard. Parce que avant ils avaient le Minitel, c'était génial. Donc c'était créé par des barbus geeks, il y avait aussi des filles quand même, des littéraires. En 92. Actuellement, c'était quand même national. Ce qui a été décidé, c'est que pour plus de convivialité, c'était mieux de faire plein de petites associations dans la France, qui pouvaient être plus proches des adhérents, en fin de compte.
Donc on a essaimé, on a créé plein d'associations. Là pour l'instant on en a effectivement 27 associations dans toute la France qui correspond à environ à 2000 adhérents. Et une en Belgique, ce qui fait qu'on a une fédération européenne. On peut le dire. Donc où vous êtes, vous pouvez effectivement contacter Theta Neutral, NDN, etc. Et chacun a sa spécificité. Par exemple, on a des gens qui sont PC Live, par exemple, qui sont là, dans le, comme ils appellent des fois le trou du cul du monde. Il n'y a pas d'internet. Donc effectivement, ils ont encore des vieux modems. Ce qu'ils font, c'est ils triangulent la Wi-Fi pour que leurs adhérents puissent avoir accès à Internet avec un bon débit. Donc ils partent de fibre, ils récupèrent ce qui se passe sur la fibre, ils bombardent en Wi-Fi, ils récupèrent ça un peu partout avec des antennes qui relancent sur d'autres antennes, etc. Et ils essayent de mailler un peu leur région comme ça pour fournir de l'Internet en Wi-Fi qui va être beaucoup plus rapide que sur du vieux modem chez les gens qui passent encore par des câbles téléphoniques. Voilà. Une autre association dans le sud de la France, ils ont beaucoup d'étudiants qui sont dans les campus qui restent que 6 mois. Donc ils ne vont pas payer un abonnement d'1 an. Donc ils offrent effectivement du Wi-Fi moins cher en balançant donc, du Wi-Fi sur les campus. Sachant que du Wi-Fi, ça vous coûte environ 10 € par mois. Alors quand on vous fait payer ça 30 €, c'est une arnaque totale. Voilà. Donc nous, on fait partie effectivement de l'essaimage de FDN. Francilien, qu'est-ce qu'on propose? Principalement de la DSL. Alors par contre, on n'a pas de box, on n'a pas de bidule box chez nous. C'est-à-dire que chacun a sa petite boîte, son petit boîtier ADSL. On ne fournit pas de télévision, on ne fournit pas de téléphone, on ne fournit pas de... Voilà. On ne vend pas de la vidéo, donc on fait que ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'ADSL et de l'Internet. Mais si vous avez un souci quand vous branchez votre modem, vous ne tombez pas sur le centre d'appel au Maroc, en Tunisie ou je ne sais où, avec des gens qui vous servent des formules commerciales déjà pré-maquettées. Vous venez juste boire une bière avec les autres adhérents et on vous explique comment ça fonctionne, voire on vous règle votre problème. On fait aussi d'autres produits, comme par exemple Jabber. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vu Citizen4. Snowden utilise Jabber. Voilà, grosse publicité. Très bon. Il est abonné chez nous, je crois. Je ne sais pas s'il est abonné chez nous, mais... Je sais pas si on est en fin de compte, Jabber, c'est une messagerie instantanée, mais décentralisée. Au lieu de passer effectivement par un point central où on peut vous écouter, c'est décentralisé, c'est chez plein de fournisseurs. Nous, même, vous pouvez en faire une chez vous, quoi. On a effectivement, pour les gens qui font de l'hébergement des DNS secondaires, une IP fixe et une utilise Usenet, bien sûr. Bien sûr, vous ne pouvez pas télécharger comme des gorilles chez nous des films. C'est vraiment pour des chats. Et bien sûr... des films de quel genre? Je vous en prie. Des films de quel genre? Et du VPN, bientôt. Donc notre mode de fonctionnement, puisqu'on est complètement associatif, et vu qu'on promeut la liberté d'expression, il faut que nous-mêmes, on fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une soixantaine d'adhérents, on a une association adhérente et on a une vingtaine de lignes ADSL. Donc on est, ce qu'on peut dire, association 1901, on est vraiment dans l'autogestion. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de porter un sujet, par exemple faire du VPN ou faire de la Wi-Fi, il peut le porter et tous les membres vont l'aider à créer ce projet. C'est pas parce qu'on est président, secrétaire ou quelque chose soit qu'on a plus de voix que les autres. Voilà. Chacun a droit à sa parole. Donc bien sûr, on est sans but lucratif, bénévolement. Fonction effectivement démocratique. On a nos réunions de bureau où tout le monde peut participer. Et là, on va modifier les statuts d'ici à la fin du mois. On a mis en place un outil de vote en ligne. La personne qui a fait ça est dans la salle, très brillamment. Un outil de vote en ligne où justement tous les adhérents pourront voter pour modifier les statuts. On n'a même plus besoin de se réunir physiquement, ce qui permet aussi d'avoir des adhérents ailleurs. On en a un à Lyon, on en a un à Nice, on en a plusieurs qui sont hors Paris aussi, hors région parisienne. Et voilà, et l'ensemble des adhérents peuvent participer à toutes les décisions. Voilà. Alors, souvent, quand vous entendez dans la presse le fonctionnement, par exemple, des hackerspace ou des Fab Labs, on vous dit oui, c'est génial, c'est du do-it-yourself. Voilà, c'est ça, le DIY.
Alors, alors j'ai un peu trollé quand même. Le DIY, c'est un concept punk des années 70. Alors, les gens qui vous parlent de ça maintenant, les gens, ils ont un peu de retard. Nous, on est passé quand même un peu à autre chose. Tu n'étais pas né dans les années 70, il y avait que toi qui étais né. Même pas. Mais effectivement, j'étais punk. Le do it yourself, c'était le concept, c'est effectivement, il y a des majeures compagnies qui veulent pas nous produire nos disques. On va faire notre propre disque dans notre coin. Mais le problème, c'est que chacun dans son coin va faire ses propres disques. Et les gens se parlent assez peu sur le travail. C'est pour ça qu'on est passé au do it yourself. C'est-à-dire que sur du logiciel libre, quand on va faire un logiciel, toute la terre entière, tous les gens qui veulent se mettre sur le projet peuvent le faire. Et chacun ne recrée pas effectivement l'usine à gaz dans son coin, en Malaisie, en Turquie. Chacun va va travailler ensemble. Et même maintenant, on est sur le concept do it together. C'est-à-dire qu'au lieu, si tu veux toi monter un VPN, tu ne vas pas le faire tout seul avec tous les gens qui veulent monter un VPN. Tu vas demander à des gens qui ont déjà monté des VPN de t'aider. Donc c'est des compétences, des gens qui sont très compétents, moyennement compétents et aussi des littéraires. Donc, tu vas te faire lyncher à la fin. Comme d'habitude, on avait fait les sommages pour la proximité. Effectivement, faire des réunions avec des gens qui sont dans le sud de la France ou dans le nord, c'est pas très possible. Donc on reste, nous, sur l'Île-de-France. Ça permet effectivement d'avoir une aide pour les supports plus réactifs, une proximité avec les gens. Et bien sûr, pour aller boire des bières. Voilà. Et puis, bien sûr, la convivialité. Voilà. Donc, bien sûr, transparence dans l'association. C'est-à-dire tout se fait convivialité, pas que pour boire des bières. Mais beaucoup pour boire des bières. Et partage des connaissances et mutualisation des besoins. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de vous payer un accès à DSL chez vous, vous pouvez le partager avec vos voisins. Ça, par contre, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Voilà. Donc, un petit chat. Il ne sera pas resté longtemps. Parce que je voulais revenir donc justement sur l'implication politique. Parce que donc il y a aussi des actions qui sont menées par des assos de la Fédé ou par la Fédé, notamment comme ce qui s'était passé en Égypte en 2011. Les lignes se retrouvent coupées en plein milieu de la révolution. Il n'y avait que du téléphone fixe qui fonctionnait. Et à savoir que, d'après Benjamin Bayard, qui est porte-parole de FDN et président de la Fédé, Orange avait les infrastructures pour amener de l'Internet en Égypte à ce moment-là, qui était quand même une question assez importante, parce qu'il y avait des gens qui se faisaient tirer dessus, qui se faisaient taper, qui se faisaient arrêter arbitrairement. Orange dit non, on veut pas se mêler de ces affaires. Et qu'est-ce qu'a fait donc FDN, qui est une des associations membres de la Fédé? Ils ont pris des lignes eux-mêmes, fait circuler l'information avec l'aide d'un groupe qui s'appelle Telecomix, un groupe de hackers assez engagé au niveau droits de l'homme aussi, et ils ont mis en place des lignes internet pour l'Égypte. Donc il suffisait de brancher un vieux modem 56K, ceux qui font les bruits horribles, de composer un certain numéro de téléphone, de mettre l'admin mot de passe qui était donné avec, et on pouvait accéder à de l'internet, alors qui était l'internet qu'on connaissait il y a 20 ans. C'est-à-dire que tu chargeais ta page, pendant ce temps tu faisais ta pâte à crêpes, tu tapais entrée, tu allais faire des crêpes, tu revenais, enfin voilà, il te fallait 1h30 pour consulter 3 mails, mais au moins c'était possible. Voilà, donc à savoir que la fédération ou les assos vont s'engager aussi sur certains projets qui sont politiques et qui sont importants quand il le faut. Aujourd'hui, par exemple, la Fédé porte aussi, par rapport au décret 15-9 et par rapport à toute la sécurité à outrance qu'ils essayent de nous vendre en ce moment, porte une motion, porte des propositions en rapport. Ils attaquent le décret au Conseil d'État. Ils attaquent le décret au Conseil d'État et ils proposent aussi sur leur site des idées qui sont plutôt intelligentes et que je vous invite à aller lire. Donc ils attaquent en partenariat avec la Quadrature du Net
ces questions-là sur les plans de la liberté et des libertés fondamentales, du droit à la privacy, etc., etc. Donc c'est aussi une notion importante. Quand vous rentrez dans une de nos assos, on ne va pas vous dire allez vas-y, engage-toi, etc. Mais si y a des projets intéressants à porter et que vous voulez en lancer, c'est aussi possible. Donc voilà. Et donc là, on va pouvoir remettre le chat. On est en fin de notre chat. Ouais. Il est là. Voilà, donc pour nous rejoindre, si on vous a convaincu avec nos arguments, si vous pouvez adhérer à l'association, si les valeurs qu'on vous a exposées, vous les partagez. Vous pouvez aussi vous abonner. Pour ça, il y a un petit test d'éligibilité sur notre site web, francilien.net. Si ça vous intéresse, ici j'ai des petites plaquettes avec les infos. J'ai aussi des autocollants pour décorer votre ordinateur. On organise assez régulièrement, de l'ordre d'une fois par mois, un glou, c'est-à-dire une rencontre informelle dans un bar, des fois avec des bières. Vendredi, c'était avec un ciné juste avant pour aller voir... On va aller voir tous ensemble Citizen 4, que je vous conseille. Voilà. Et maintenant, on peut passer sur la dernière diapo, qui sont les différents moyens de nous contacter. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, on est là. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être bien de faire un petit rappel sur ce que c'est que le DNS, comment est-ce que ça se censure et comment est-ce que vous utilisez comment est construite votre infrastructure par rapport à celle d'un FAI classique. Oula, c'est à 2 heures là. Vas-y, fais le DNS. Bon, alors, rapidement, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que le DNS. Alors déjà sur le DNS, donc le DNS pour les... Je vais arrêter de vanner les littéraires, vous nous en voulez. Pour les non-techniciens dans la salle, un DNS, c'est ce qui fait le lien entre un nom de domaine et une adresse IP. C'est un peu comme un annuaire où vous avez le nom et le numéro de téléphone. En général, vous utilisez celui de votre FAI, qui est configuré automatiquement. Vous avez sans doute jamais mis les mains dedans. Et par exemple, là, les 4 FAI donc, qui ont été attaqués pour qu'on leur demande de bloquer The Pirate Bay, c'est une société de droit d'auteur qui les a attaqués. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont supprimer Pirate Bay de cet annuaire ou remplacer par une adresse chez eux qui dit vous n'avez pas le droit d'y aller ou un truc comme ça. Donc dans ce cas-là, un DNS, c'est quelque chose qui se configure dans le système d'exploitation de votre ordinateur. C'est pas très compliqué à changer, c'est une ligne de texte à modifier. Et il n'y a pas que le serveur DNS de votre FAI, il y a nos serveurs DNS que vous pouvez trouver sur notre site. Il y a les serveurs DNS de Google, les serveurs DNS d'autres assos de la Fédé. Il y en a plein, et vous êtes libre de choisir le serveur DNS que vous voulez. Les seuls qui sont censurés sont tous les serveurs DNS des 4 opérateurs qui ont été assignés en justice. Maintenant, qu'est-ce que tu as d'autres questions sur l'infrastructure ? Sur l'infrastructure, comment est-ce que, en gros, quelle infrastructure vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez quand même l'infrastructure des grands FAI ou comment ça se passe au niveau des tuyaux en eux-mêmes ? Est-ce que vous n'avez pas vos tuyaux, par exemple ? Non, alors, bon, il n'y a pas un FAI ou une société qui a toute l'infra pour couvrir tout Internet. Ça ferait beaucoup de tuyaux quand même. Donc nous, on intervient au premier niveau, c'est-à-dire le fournisseur d'accès, c'est celui qui fait le lien entre l'utilisateur final et le reste d'Internet. Pour venir chez nous, il faut avoir du dégroupage partiel, donc une ligne orange, une ligne fixe orange. C'est Orange qui gère la paire de cuivre, la maintenance de la paire de cuivre. Ensuite, on a des accords de... Comment on dit déjà ? Découpage, itinérance. Ouais, pas itinérance. Non. Collecte. Voilà. On a des accords de collecte avec Nirim, je crois. Ce qui nous permet de récupérer donc, le trafic de nos abonnés en Ile-de-France. Et on gère la partie authentification. Voilà. Et on a nos propres serveurs, bien entendu. Et on a nos propres serveurs. Est-ce que ça répond à... Voilà, ok. Géré par notre vaillante équipe d'admin. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Du coup, est-ce qu'il y a des raisons de faire juste de la DSL ou est-ce que vous pourriez théoriquement faire de la fibre ou autre avec...
Alors il y a les projets. Il y a eu dans le sud de Paris, dans une petite ville, dans le cadre d'un partenariat public-privé, une ville qui nous avait contactés pour qu'on l'aide à développer la fibre. Mais aujourd'hui, justement au niveau des associatifs, c'est un des gros problèmes que soulève pas mal Benjamin Bayard aussi dans ses confs. Ce qui se passe, c'est que pour participer à ces abonnements fibres, etc., il faut avoir accès à certains catalogues que Orange aujourd'hui nous refuse encore. Il faut avoir accès à un certain document des départements qui ne sont parfois pas fournis à des petites associations, voilà, et qui sont fournis aux gros opérateurs par contre. Donc aujourd'hui, dans pas mal de régions, il y a encore des freins à ce niveau-là. Et le dernier frein, ça serait au niveau du prix, parce que effectivement, c'est l'investissement financier. Il faut un investissement financier que nous, en tant qu'association, on aurait du mal à porter. À savoir que si tu as envie de nous aider. Le plus gros frein, il est quand même législatif. Hein, c'est vraiment la manière dont le très haut débit a été prévu pour être déployé en France, qui est clairement orienté pour les gros opérateurs. Et pour Orange en particulier. Et nous, on est vraiment en fin de course, quoi. Donc c'est pas complètement exclu, mais il y a des endroits, notamment Paris, où c'est très difficile d'en faire. Moi j'ai aussi une question un peu éventuellement trollesque. Vous avez dit tout à l'heure que justement les tuyaux vous appartenaient pas, ils appartenaient à des grands fournisseurs d'accès Internet. Est-ce que ce serait possible d'envisager un accès à Internet en France qui serait uniquement géré par des associatifs, sachant qu'actuellement il n'y a aucune association qui est capable d'investir dans les tuyaux? En gros, est-ce que les associations pourraient ne pas juste faire fournisseur d'accès Internet, mais avoir aussi avoir les tuyaux et s'en occuper? Est-ce que tu as une pelleteuse chez toi? Voilà, c'est ça, en ayant la pelleteuse et puis l'argent pour acheter. Il y a des endroits où ça a été fait. C'est pas Fait Maison qui fait ça? À Nantes? Non, je crois pas. Non. Oui, je sais qu'il y a un endroit où une asso, ils ont creusé, ils ont posé des tuyaux pour aller desservir des gens qui n'avaient pas. Mais c'est illico, ça, je crois. C'est illico? Mais c'est faisable sur une petite échelle parce que les travaux de BTP, il faut quand même des millions d'euros pour. Il faut des permis, c'est un petit peu compliqué. Il faut des permis, il faut des gens qualifiés qui soient aussi bien chefs de projet que travailleurs sur le terrain, etc. Ça veut dire des salaires aussi. Voilà, donc c'est très vite des chantiers qui sont très chers. Alors, il y a quelques associations qui réfléchissent. Il y a un certain nombre d'écoles qui se regroupent bientôt sur un projet qui s'appelle l'Université Paris-Saclay, qui vont avoir des résidences communes. Et il y a un certain nombre d'associations qui gèrent déjà les réseaux dans ces écoles, qui sont actuellement dispatchés un peu partout en Île-de-France. Et donc, les élèves commencent à réfléchir ensemble pour essayer de monter leur fournisseur d'accès à Internet associatif, qui passerait par l'infrastructure montée par l'Université Paris-Saclay, mais qui sortiraient eux-mêmes sur Internet avec leurs moyens et leur connexion. Cool. Donc des futurs adhérents à la Fédé peut-être? Oui. Très bien. Et derrière, il y avait une question, tout là-haut, le monsieur. C'est juste pour préciser, l'infrastructure, ça a déjà été développé. Il y a une commune en Allemagne, c'est un reportage qui a été diffusé sur Arte il y a tout récemment, qui a décidé de passer à la fibre. Et comme il n'y avait pas d'opérateur qui voulait faire ça, ils ont un problème au niveau de la structure, donc c'est les Bundesland. Il y a une commune donc, qui est passée complètement au libre, enfin à la décentralisation, puisque justement jusqu'au passage des câbles, ça a été fait par une association et non plus par un fournisseur d'accès Internet. Donc c'est disponible, je crois, encore sur Arte pour revisionner. Ouais, mais là, du coup, il y a une municipalité derrière. J'imagine que la municipalité a pas mal arrosé au niveau quand même, aller chercher les subventions. C'est un groupe d'activistes quand même qui a réussi à faire en sorte de convaincre une municipalité. Ouais. Donc c'est une bonne chose, c'est que. Très bien, oui. Ça montre qu'il faut une volonté politique derrière pour bouger les moyens, quoi. Plus de questions. D'autres questions? S'il n'y a pas davantage de questions, je vous remercie pour votre présentation. C'est nous. Merci à vous.